Bienvenue à cette première conférence de la journée qui s'intitule Gouvernance environnementale. Apparemment, donc aujourd'hui, c'est place aux dames. Je suis heureuse de pouvoir modérer ce panel avec nos panélistes. Donc, à ma droite, nous avons Madame Loul Ramamonsou, qui est point focal pour les ressources génétiques. Qui va nous évoquer la question de la gouvernance environnementale dans une entreprise sous un angle spécifique du partage des avantages liés à l'utilisation des ressources naturelles et leur préservation. Ensuite, à sa droite, nous avons Madame Rali Ratifandioman, qui est représentant pays de WWF Madagascar, qui va aussi nous évoquer le travail de WWF à Madagascar et à l'international sur les grands enjeux environnementaux qui concernent les entreprises et leur vision par rapport à l'intégration de la dimension environnementale dans la gouvernance de l'entreprise. Ensuite, à ma gauche, nous avons Madame Lisa Gaylor, qui est directeur de développement durable au sein de Rio Tinto, qui va aussi donc nous faire un retour d'expérience d'une entreprise minière qui est basée à Madagascar sur la manière dont elle intègre la gouvernance environnementale dans la société. Ensuite, à sa droite, donc, nous avons Madame Mialsou, qui est représentant régional à nous de l'Office national pour l'environnement. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous parlons de gouvernance environnementale? Je pense que nous savons tous à quel point aujourd'hui l'environnement, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national, donc, est menacé par rapport d'abord naturellement, mais aussi c'est un processus qui est naturel, mais aussi du fait des activités humaines, donc dont l'activité économique ou d'autres activités donc au quotidien. Donc ce qui fait que l'ampleur de ce problème aujourd'hui nécessite une gouvernance partagée de cette ressource environnementale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui invité différents panélistes qui viennent de différents secteurs, dans le secteur public, le secteur privé, mais aussi les organisations internationales, pour partager justement leur vision par rapport aux différentes règles, aux différents systèmes, aux différents mécanismes donc, sur lesquels s'entendent les différentes parties prenantes sur la manière dont ces ressources environnementales doivent être gérées. Donc, pour commencer cette discussion, j'invite chaleureusement Mme Lisa Ratifandioman à présenter les différentes actions, la vision, mais aussi les démarches qui sont engagées, que ce soit au niveau international ou national par WWF. Merci. Bonjour et merci. Donc, effectivement, pourquoi parler de gouvernance environnementale des entreprises et pourquoi les entreprises spécifiquement? Donc, je voulais commencer déjà par répondre à cette question. Vous pouvez envoyer juste à la prochaine diapo, voilà, le pourquoi. Ulricha a mentionné tout à l'heure la dégradation de l'environnement, mais en plus de ça, il y a aussi vraiment le changement climatique qui englobe toutes qui va causer encore plus de dégradation de l'environnement et de la base des ressources naturelles. Alors, ce que vous avez sur le slide, en fait, ça montre un peu ce qui peut se passer, ce qui se fait et ce qui doit encore se faire. Quand on parle de changement climatique dans les négociations au niveau mondial, l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température moyenne à moins de 2 degrés par rapport à ce qu'elle était avant l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire dans les années 1800. C'est ce qu'on voit sur le tableau. Alors vous voyez la courbe la plus élevée en pointillé qui monte jusqu'à 4 à 6 degrés. Ça, c'est le business as usual. Si on fait comme on a toujours fait, on continue, on ne prend pas de mesures, on va très facilement atteindre en 2100 à peu près des 4 à 6 degrés de température de plus. Là, c'est quand la dégradation et les perturbations des processus naturels qui maintiennent la vie sur Terre deviennent irréversibles. Donc on verra beaucoup plus des sécheresses aggravées, des catastrophes naturelles aggravées, cyclones, ouragans et tout ça, mais de manière irréversible.
irréversible. Le deuxième pointillé au milieu, et ça représente ce qu'on pourrait atteindre si on compile tous les engagements qui ont été pris par les gouvernements, donc les États, après la signature de l'accord de Paris en 2015. Donc vous voyez, 2016, c'est un peu là où la ligne en continu se termine. Et en pointillé, donc si on ne compte que seulement sur l'engagement des États, on va arriver à quelque chose comme dans les 3-4 degrés. C'est encore beaucoup et c'est encore très difficile de renverser cette tendance. Donc si on veut vraiment atteindre les moins de 2 degrés d'augmentation de température, il va falloir que d'autres secteurs s'engagent, à part le secteur public et l'État, et c'est là où vraiment nous, VVF, avec d'autres ONG, pensons qu'il y a un rôle critique très important des entreprises, du secteur privé, pour atteindre cet objectif. Donc il y a aussi évidemment tout ce qui est action citoyenne, je dirais, mais vraiment les entreprises et le secteur privé jouent un rôle critique pour atteindre cet objectif. Donc voilà pourquoi il faut parler de gouvernance environnementale des entreprises. En général, quand on parle aussi de gouvernance environnementale des entreprises, je pense qu'il faut parler de plus en plus de durabilité et pas seulement de l'environnement, ce qui veut dire qu'il faut voir aussi tous les aspects sociaux, pas seulement les aspects environnementaux. Par rapport à cela, pour le WWF, au niveau mondial, donc, comme je disais, nous travaillons sur une initiative qui s'appelle Objectifs basés sur la science, qui vise à calculer exactement pour une entreprise donnée par rapport aux émissions de gaz à effet de serre de son secteur, de la zone géographique, le pays où elle se trouve, quel doit être l'objectif de réduction de ces gaz à effet de serre, et de traduire cet objectif ensuite en une série d'actions vraiment qui portent sur justement la gouvernance durable de l'entreprise. Alors, quels sont les éléments de cette gouvernance durable, je dirais, et puis après je ferai peut-être un petit peu plus un zoom un peu plus approfondi sur la partie environnementale. Déjà, c'est vraiment, il y a 4 aspects incontournables. Hein. Il faut, comme je disais, des aspects sociaux, respect des droits de l'homme, tout ce qui est politique et conditions de travail qui sont équitables, protection de l'environnement, donc je reviendrai beaucoup plus sur ça tout à l'heure, et puis mesures de lutte contre la corruption. Ce sont vraiment les 4 aspects sur lesquels nous pensons que la durabilité doit se bâtir. Par rapport à la protection de l'environnement spécifiquement, puisqu'on parle d'environnement ce matin, pour qu'une entreprise soit, on va dire, environnementalement responsable, le plus gros des efforts doit porter sur la chaîne d'approvisionnement et de production. C'est vraiment là où les défis et les potentiels problèmes se posent en particulier. Et donc, ça veut dire avoir des sources d'énergie plus renouvelables, améliorer l'efficience énergétique dans les chaînes de production. Par exemple, réfléchir au transport, comment l'optimiser et comment le rendre plus efficient. La gestion, par exemple, des déchets et des rejets en tout genre, et comment éviter toutes les pollutions que cela entraîne. La provenance des matières premières, qui doit être faite de manière rationnelle, donc que c'est une entreprise d'extraction de ressources naturelles renouvelables, que ce soit fait sur une base de gestion et d'aménagement rationnelle, planifiée et renouvelable. Et puis, bien sûr, tout ce qui est traçabilité dans tous ces différents systèmes, que ce soit l'approvisionnement, la production. Donc, ça, c'est vraiment les éléments clés de ce qu'on
l'exemple de ce que VVF a fait à Madagascar avec une compagnie partenaire qui est Unima. Mais juste avant cela, je pense que dans nos discussions avec les entreprises, et à Madagascar, on n'est pas très avancé dessus, mais au niveau international, on est beaucoup plus avancé. Ce qui revient souvent, ou qui revenait souvent il y a quelques années, c'était le coût. Et les entreprises s'inquiètent de l'investissement et du coût, ou du surcoût, on va dire, que nécessiterait vraiment de s'engager dans une démarche socialement et environnementalement responsable. Alors ça, c'était il y a quelques années, et comme je disais, nous travaillons avec plusieurs entreprises au niveau international. L'année dernière, nous avons fait un sondage sur une 400aine d'entreprises qui s'engagent dans cette démarche, donc pas forcément des partenaires de VVF, mais qui s'engagent dans cette démarche. Et en fait, les résultats sont assez intéressants, puisque globalement, c'est très positif. Donc, au lieu d'avoir plutôt des soucis de surcoût et on va dire de perte de profit, il y a eu c'était plutôt positif, plus de gains que de pertes, je dirais. Donc, il y a eu six aspects principaux sur lesquels les entreprises ont noté des bénéfices pour elles, en fait. Donc, la première, c'était vraiment la confiance des investisseurs est boostée quand on s'engage dans une démarche de responsabilité environnementale et sociale, de gouvernance environnementale. Les investisseurs sont plus confiants et veulent plus aider et investir dans l'entreprise. La marque est mieux reconnue et mieux appréciée. Des capacités d'adaptation sont améliorées. Alors, dans les pays plus développés, en ce moment, il y a beaucoup de changements au niveau de la réglementation et de la législation des entreprises, justement, pour promouvoir, je dirais, des pratiques plus écologiques. Donc ça, c'est vraiment après, notamment, la signature de l'accord de Paris. Les entreprises qui se sont engagées volontairement le plus tôt dans des démarches environnementales sont plus résilientes à ces changements-là. Donc s'adaptent plus facilement aux changements de réglementation. Ouverture à l'innovation, donc en cherchant des solutions environnementales, que ce soit la gestion des déchets, l'approvisionnement, toutes les choses que j'avais mentionnées tout à l'heure, ça ouvre vraiment l'innovation, ça fait entrer l'innovation dans l'entreprise. Alors, quand même, une économie générale sur le coût de production de l'entreprise et une compétitivité accrue, donc notamment par rapport à, je dirais, une masse de consommateurs de plus en plus grandissante qui demandent de savoir d'où viennent le produit, comment il a été produit, comment il est arrivé sur le marché, et qui sont beaucoup plus soucieux vraiment d'une certaine éthique de consommation. Donc voilà. Donc je finirai par le partenariat que nous, à Madagascar, nous avons avec la société Unima, qui est un partenariat qui porte principalement sur la promotion de la durabilité dans l'aquaculture crevettière. Donc le groupe Unima a plusieurs autres activités, mais nous avons travaillé principalement sur l'aquaculture de crevettes. C'est un partenariat qui a commencé en 2017 et qui continue jusqu'à maintenant. Nous avons travaillé déjà avec Unima en 2017 pour développer des standards pour l'éco-certification de l'aquaculture de crevettes. Donc ce n'était pas juste d'essayer de
rendre les pratiques de l'entreprise meilleures, mais vraiment d'engager l'entreprise dans un débat multidisciplinaire, multi-acteurs, international sur la question de la durabilité dans leur secteur d'entreprise. Ensuite, nous avons vraiment travaillé par contre sur également les pratiques d'aquaculture en commençant par la ferme de Mahazam. Dans les années 2007, 2008, 2009, il y a eu des évaluations indépendantes sur vraiment les différents aspects de la gouvernance environnementale que je mentionnais tout à l'heure, du NIMA, bilan carbone, bilan de la gestion des déchets, et qui a sorti toute une série de recommandations sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, et nous continuons de travailler ensemble pour leur mise en œuvre. Donc notamment, je dirais, parmi vraiment les grands résultats jusqu'à maintenant, alors il y a la certification de la ferme de Mahazam par l'Aquaculture Stewardship Council, donc c'est l'éco-certification de l'une des meilleures de l'aquaculture crevettière. Et très récemment, je pense il y a quelques semaines, apparemment la ferme de Bessala aurait été, donc il faut encore que je confirme, mais je reviens de vacances, aurait été certifiée. Des mises en place et mises en œuvre de plans de gestion de la biodiversité sur le site de Mahazam, donc par rapport vraiment à tous les éléments clés de l'écosystème naturel sur lesquels la ferme a un impact, que ce soit les mangroves, la faune, la flore. Donc il y a des plans de gestion environnementale de ces éléments qui sont mis en œuvre par UNIMA, en partenariat aussi avec d'autres ONG qui sont vraiment spécialisées sur les oiseaux, sur le palmier, sur les mangroves. Et puis nous travaillons actuellement donc sur la mise en place d'aires gérées localement par les communautés locales, travailler pour voir comment ces communautés locales puissent développer des activités économiques durables qui peuvent vraiment les sortir, améliorer leurs conditions de vie, et la mise en place d'aires marines protégées, donc ça c'est en cours actuellement. Alors malheureusement, je ne peux pas vraiment parler pour UNIMA, ça aurait été intéressant d'écouter leur version de l'histoire, comment s'est passé ce partenariat. Mais c'est vraiment, je pense, un exemple qui pourrait être répliqué dans d'autres secteurs, d'autres activités à Madagascar. Merci. Dans le contexte de la gouvernance durable, parce qu'au-delà de la gouvernance environnementale, il y a ce qu'on appelle gouvernance durable d'une entreprise qui nécessite en fait un engagement à travers les composants sociaux, par exemple aussi la politique et les conditions de travail, ensuite la préservation de l'environnement et la lutte contre la corruption. Elle nous a aussi rappelé que l'engagement de tous dans le secteur privé, à travers aussi les activités citoyennes, est nécessaire pour que nous puissions atteindre l'objectif de maintenir la température planétaire à moins de 2 ans par rapport au début de l'ère industrielle. Moins de 2 degrés plutôt, excusez-moi. Donc pour poursuivre la discussion, je vais passer la parole à Mme Ramamonsou qui va nous parler de qu'est-ce que c'est d'abord ce qu'on appelle les ressources génétiques. Je pense que ce n'est pas un sujet très commun. Et aussi comment est-ce que cela se passe en termes de normes, en termes de références, et dans la pratique, comment sont gérées donc, la répartition des ressources par rapport à l'utilisation de ces ressources. Merci. Merci Ulricia de m'avoir donné la parole et merci à Nani également d'avoir déjà donné un contexte global de la gouvernance environnementale. Elle a également parlé de la chaîne d'approvisionnement qui mérite d'être mieux gérée et afin d'assurer la durabilité de l'utilisation des ressources. Donc particulièrement, donc pour ma part, je vais parler des ressources génétiques
je ne vais pas donner des définitions académiques ici sur les ressources génétiques, mais nous savons déjà tous que c'est déjà considéré donc, depuis l'avènement de la Convention internationale sur la biodiversité, les ressources génétiques étant donc le niveau ultime donc, de la biodiversité qu'il faut considérer donc, pour la conservation et pour l'utilisation durable. Donc il y a la Convention internationale sur la diversité biologique, d'où a découlé donc le protocole de Cartagena qui s'occupe donc de la sécurité biologique, qui parle donc des organismes génétiquement modifiés. Il y a le protocole de Nagoya, donc, dont j'assure le rôle du point focal national actuellement à Madagascar. Protocole de Nagoya qui s'intitule donc sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Et parallèlement à ça, donc parlons toujours de ressources génétiques, il y a le traité international qui traite spécifiquement de l'agrobiodiversité, donc de la biodiversité agricole, et qui est géré donc par la FAO. Donc, avec le protocole de Nagoya, Madagascar a adopté donc par la signature en septembre 2011 et la ratification était en 2014. Ce protocole donc est géré par le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts donc à Madagascar. Donc, à travers les différents pays, donc, il y a une institution, un ministère ou un département qui est chargé de la mise en œuvre du protocole. Au sein du ministère, donc, il y a l'autorité nationale compétente qui vient d'être nommée, qui gère donc les relations, les correspondances avec les opérateurs en matière de ressources génétiques. Donc, auprès de l'autorité nationale compétente, donc, il y a le point focal national, et à côté, donc, qui doit travailler étroitement avec l'autorité nationale compétente, c'est la commission ad hoc, étant donné que l'histoire de la gestion de l'exploitation des ressources génétiques est une histoire, est un aspect transversal, très insectoriel. C'est au niveau de cette commission ad hoc, donc, qu'on va recueillir donc, les idées des unes et des autres et considérer donc les différentes réglementations en matière de ressources génétiques à Madagascar. Parce que les ressources génétiques, c'est pas que dans les forêts, il y a dans les champs agricoles, il y a dans la mer, dans les océans, etc., il y a dans les zones humides. Donc c'est ça l'importance donc d'intervenir au niveau intersectoriel. Du point de vue réglementation donc de cette histoire de ressources génétiques à Madagascar, on a un décret donc, qui a été adopté par le gouvernement l'année passée. Donc c'est le décret numéro 066. Et très succinctement, donc, pour représenter les prescriptions de ce décret, donc j'ai préparé ce slide. Donc, au fait, donc, les opérateurs, les sociétés, les entreprises qui œuvrent donc dans l'exploitation des ressources génétiques, ce sont des entités qui font la collecte, donc, qui s'approvisionnent en matière première, donc en matière de ressources génétiques, que ce soit animales, végétales ou des micro-organismes, et exploitation également, collecte et exploitation des connaissances traditionnelles associées. Ce sont donc des organismes de recherche et de développement. Leur vocation donc est de produire, de commercialiser des produits donc, à partir de ces ressources génétiques. Et la recherche qui est concernée donc par le protocole de Nagoya, c'est la recherche dans le domaine de la génétique et dans le domaine de la biochimie. Et surtout la biochimie, donc parce qu'on est à la recherche, ces sociétés sont à la recherche de molécules bioactives pour générer donc des produits qui sont utilisés dans différents secteurs industriels, la cosmétique, la médecine, l'alimentation, et j'en passe. Alors, il y a donc dans la procédure, donc, il y a en premier lieu donc, la demande d'accès qui est impérative. Si avant, donc, pendant les années antérieures, il y a les opérateurs économiques, les entrepreneurs qui s'adressent directement aux paysans pour leur payer, donc, pour faire la collecte d'une manière ou d'une autre, avec une méthode technique ou d'une autre. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir les matières premières. Maintenant, ce n'est plus le cas, donc il faut essayer donc
d'améliorer cette pratique donc de collecte à Madagascar. Non seulement à Madagascar, parce que le protocole de Nagoya étant une convention internationale, mais chaque pays donc essaie d'adopter donc les mesures adaptées aux besoins et pour la conservation de la biodiversité. Donc, avec les demandes d'accès donc, qui doivent être adressées à l'autorité nationale compétente, ce n'est pas garanti d'avance parce qu'il y a des conditions. Il y a deux principales conditions, donc, telles que présentées sur le schéma. La première condition, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle par consentement préalable en connaissance de cause. Donc, les gens concernés par les ressources, donc là où se trouvent les ressources, il y a les communautés locales, il y a les autorités locales, il y a les autorités traditionnelles, il y a les propriétaires fonciers, etc. Ce sont des gens, des parties prenantes locales, donc qui sont concernés par les ressources. On doit avoir leur consentement. Donc, ils donnent leur consentement en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils doivent être exhaustivement informés sur la destinée des ressources qu'on essaie de collecter dans leur environnement. Donc, ils ont leur mot à dire. Et pour avoir ce consentement préalable, il y a une sorte de négociation que les entrepreneurs, que les sociétés doivent engager avec ces parties prenantes. Et cette négociation est arbitrée par l'autorité nationale compétente. Donc, la négociation consiste au fameux partage équitable des avantages décrit par le protocole de Nagoya et déjà initié dans la Convention sur la diversité biologique. Et c'est ça donc où l'histoire du protocole de Nagoya rejoint le concept de la RSE, étant donné que le dialogue donc, considère différentes parties prenantes, pas seulement donc, du côté du demandeur qui a besoin des ressources, mais surtout du côté donc des fournisseurs des différentes parties prenantes locales. Certes, les capacités de négociation ne seront pas les mêmes entre les entrepreneurs et les sociétés et les communautés locales, mais il y a des pratiques donc qui sont développées, des outils qui sont développés comme les protocoles bioculturels communautaires qui considèrent donc les aspects culturels, les aspects sociaux, locaux dans la conduite des négociations. Donc la négociation doit aboutir à la notion de conditions convenues d'un commun accord. C'est un grand contrat donc où tout est clair, tout est transparent, il y a une notion de traçabilité sur quand, où est-ce qu'on a pris les ressources, de quelles ressources s'agit-il, où est-ce que ça va, dans quel laboratoire, dans quelle industrie, au niveau national ou à l'étranger, et même surtout à l'étranger, parce que si avant, quand on fait des exportations de ressources génétiques ou ressources biologiques à partir de Madagascar, au-delà de l'aéroport ou au-delà du port, on ne sait plus qu'est-ce qu'on en a fait, quel a été le devenu, et nous savons tous déjà le catastrophe que le pays a subi, donc quand on a perdu le Catharantус roseus levonien, qui a été préveté par d'autres pays alors que la ressource génétique venait de Madagascar. C'est une histoire déjà lointaine, mais qui reste toujours dans les mémoires et qui mérite d'être considérée pour tirer des leçons. Donc, c'est après la conclusion donc, de ces conditions convenues de commun accord où tout le processus d'utilisation et le système de partage des avantages, que ce soit monétaire ou non monétaire, soit bien établi, soit clarifié entre les différentes parties prenantes, que l'autorisation d'accès est délivrée par l'autorité nationale compétente. Donc, ce qui est important à retenir, donc, qui figure dans le thème de la gouvernance environnementale, c'est cette importance de la négociation pour la gestion donc, des ressources génétiques et pour que les retombées de cette utilisation soient donc senties au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et à part ça, donc, je tiens à mentionner que les avantages dont on parle ici ne sont pas forcément monétaires, mais ça peut être non monétaire. Quand on parle de recherche scientifique, donc, ça peut être des
droits de propriété intellectuelle, ça doit être des publications, de transfert de technologie, etc. Comme ça doit être également vraiment monétaire, donc pour améliorer les conditions de vie des paysans. Le salon parle également de développement durable, et nous croyons, on est convaincus que si on arrive à exploiter rationnellement nos ressources génétiques, parce qu'on en est riche, c'est connu mondialement, si on arrive à assurer le juste et équitable partage des bénéfices tirés de ces ressources génétiques, on peut vraiment contribuer au développement durable de Madagascar. Merci. Et nos expériences sur le terrain, quand on a essayé d'avancer ça. Mais il faut aussi savoir que les ressources et les solutions aussi sont partagées. Ça ne relève pas exclusivement de l'entreprise. Donc, les ressources, et ça c'est une des choses avec les compagnies minières, on exploite les ressources sous-sol, mais il y a aussi la question de la terre, et donc sur laquelle, ça c'est toujours, et les ressources également, qui sont un élément vraiment sur lequel il faut bien voir comment ces solutions sont faites d'une façon partagée. Donc voilà le contexte. J'ai voulu donner un tout petit peu pour les gens peut-être qui ne connaissent pas Rio Tinto. Donc on est une entreprise mondiale et donc plutôt des activités sont en Australie et en Nord-Amérique. Et on a que, maintenant on n'a que deux, on travaille seulement dans 2 pays en Afrique actuellement. Donc on se trouve à Fort-Dauphin. Donc sur laquelle il y en a 3 gisements et actuellement on travaille dans le gisement de Mandena. Donc c'est quand même déjà il y a le parti partagé, c'est une joint venture avec l'État, le gouvernement de Madagascar qui partient 20% et nous 80%. Donc déjà dès le départ c'est une activité minière quand même partagée. Donc, les composantes du projet, je trouve ça c'est toujours important, ce n'est pas seulement la question de la mine, il y a tout également les infrastructures autour de la mine, donc y compris il y a le port, il y a les routes, il y avait un seuil qui a été fait, il y a la mine actuelle, donc et tout ça, ils ont des impacts environnementaux et sociaux sur les communautés. Donc maintenant, par rapport des obligations légales et notre vision d'assurer un partenariat à opérer et comment encore on voit cette responsabilité partagée. Donc, étant donné aussi nos responsabilités au niveau international, il y a par rapport aux obligations environnementales, sociales qui sont à la fois internationales, donc, et également, même de Rio Tinto, étant une compagnie mondiale, a aussi son politique normes, standards et pratiques. Il y a les lois nationales qui aussi jouent par rapport de nos obligations environnementales sociales, le code minier, le messier, notre accord cadre à nous, et aussi le code foncier par rapport de tout ce qui est la terre. Et donc, et également, les communautés aussi nous donnent notre permis à opérer. Ce n'est pas seulement un permis par écrit, mais également le permis social d'exploitation. Et on a entendu, vous tous, cette année, on a eu 3 barrages de route. Donc, cette permis social, quand il y a des barrages de route, ça c'est une façon que les communautés enlèvent cette permis. Donc, ONE, il peut le faire par d'autres, parce que ça c'est un autre type de permis environnemental, et là c'est à travers leur suivi. Donc, prochaine. Donc voilà, je crois que tout le monde connaît le cadre réglementaire national, donc il y a l'étude d'impact environnemental, le plan de gestion environnementale, et puis après, il y a le permis environnemental qui vient après une consultation publique. Donc, et c'est ça pour que nous puissions avoir le permis environnemental qu'on a eu depuis 2001. Et après, il y a le processus de suivi. Donc, et c'est là où il y a le rôle de l'Office national de l'environnement par rapport à la mise en œuvre de l'EPGEP et après le PGES. Donc, il y a les reports périodiques, il y a les membres même ici de le CSER, ONE CSER qui sont là, qui fait le descente au niveau du terrain et sur laquelle il y a tout un suivi qui est fait d'une façon très participative et aussi conjointe
avec nous pour assurer, et puis après la mise en place des mesures collectives. Donc ça, c'est un peu la façon que nous... Donc, et par rapport de ça, il y a les responsabilités partagées. Nous, on a nos responsabilités pour la mise en œuvre de PGRS, donc nos conformités à règlement en vigueur, aussi pour respecter les différentes obligations, mais également l'État, ils ont la responsabilité également pour pouvoir atteindre les mesures de mitigation et notre rôle étant d'un acteur dans le cadre de développement régional de Oranus. Mais c'est ici que je trouve qu'il est très important, ce n'est pas seulement une question évidemment entre une entreprise et l'État, mais il faut vraiment assurer une balance avec les communautés et les sociétés civiles. Et c'est seulement si les trois vraiment travaillent ensemble qu'on peut aller vers un développement durable et assurer la bonne gouvernance. Donc, et c'est là où devient la responsabilité partagée, pas seulement entre eux-mêmes et l'État, mais vraiment au niveau de communauté. Et donc, c'est là maintenant, je veux tourner vers nos activités qu'on avait mis en place sur la question foncière pour vraiment engager les communautés comme un acteur clé pour arriver à une bonne solution partagée. Donc, pour avancer pour ce processus, on était tout au début de notre discussion avec les communautés et les autorités locales. On était tout tombé on était d'accord sur les 5 principes de base pour le dialogue. Donc, il y avait Nani qui a parlé pas mal de ces principes, donc le respect des droits de chaque partie, qu'on opère dans la légalité, qu'il y a une équité et une impartialité, il y a une transparence sur la façon qu'on va arriver à nos décisions et conjointes, et il y a la question de pérennité. Donc, on avait même une charte sur laquelle qu'on avait mis en place, et chaque fois qu'on parlait avec les communautés locales et les maires, on lit le charte par rapport à ces 5 principes de base. Ça a été un élément clé sur lequel que nous, on a amené le dialogue. Donc, je ne vais pas parler de toute cette slide-là, mais ça vous montre que quand même de mener un dialogue sur lequel on a toute la même vision et on est vraiment partagé à la fois sur les solutions et sur les responsabilités prend du temps. Ça nous a pris 3 ans pour arriver à vraiment avoir un accord sur la question foncière. Donc, et c'était vraiment un dialogue tripartite, voilà encore le triangle qui est là, qui nous mène sur un dialogue continuel et sur lequel pour essayer d'établir un climat de confiance mutuelle. Donc, ce n'est pas seulement simple parce qu'une obligation est là ou quelque chose ne sont pas écrits, mais il y a vraiment ce dialogue qui nous amène après, dans la question foncière, on était obligé même de clarifier les cadres légaux et on était obligé de faire ça en alignement aux conventions d'établissement, le code minier, la législation foncière. On était en train de revoir, plaidoyer auprès de l'État pour qu'il y ait une reconnaissance des droits des communautés. Parce qu'on a tiré les leçons du Portugal, sur laquelle la question des droits des communautés, je parle des droits fonciers des communautés, n'était pas tout à fait toujours reconnu, les droits traditionnels. Et donc, c'était à partir de ça qu'on a essayé vraiment d'assurer vraiment à travers les occupants de la terre et les usages fruitiers pour vraiment garantir les droits de chaque partie. Et donc, vous pouvez passer maintenant. Et donc, ça aboutit à une signature d'une convention entre les différentes parties qui a eu lieu en 2016, sur laquelle il y avait même la présidente de la République qui était présente, mais la convention a été signée par le ministère chargé des projets sociaux et aménagement des territoires, la région d'Anus, les 5 associations des occupants traditionnels du sol, et les 3 communes où se trouvent les occupants incurrents. Et à partir de ça, c'est votre qui marche. Ça c'est bon, en tout cas j'ai une voix aussi qui porte. Aussi, sur la prochaine slide. Donc l'accord, ce n'est pas encore pour faire tout ça, mais après on a mené un processus après la signature pour essayer de voir quels étaient les droits par rapport maintenant de la terre, encore de revenir parler avec les communautés. Il y avait un groupe de communautés qui étaient reconnus comme les propriétaires privés non titrés et sur lesquels eux-mêmes ils ont décidé, voilà, nous on accepte, on veut garder nos droits. Mais on avait un parti qui a décidé de céder leur terrain à l'État pour que ça soit intégré dans le domaine privé de l'État.
Et il y avait un troisième domaine qui était déjà dans la station forestière et qui n'avait même pas le droit de l'être à l'intérieur et sur laquelle ils étaient obligés de quitter leur terrain. Donc, ça montre comment, quand même, c'est assez complexe de vraiment essayer d'avoir cette attente entre toutes les différentes parties. Et ça, celui-là représente actuellement tous ces trois différences. Ce qui est bleu sont les gens qui ont décidé de garder leur terrain. Ce qui est plutôt doré, ils ont décidé de céder. Et là sont les gens qui étaient à l'intérieur de la station forestière. Et donc, par rapport à cet accord, on a aussi discuté avec eux, avec l'appui de la société civile, qui les a aidés sur la négociation sur la valeur de leur terre. Et sur laquelle il y avait une signature, celui-là était en novembre 2016. Maintenant, on a signé pour, dans chaque différence de ces trois, et il y avait, à partir de ça, il y avait la matérialisation de limites de domaine privé de l'État qui a défalqué les terrains des gens de la PPNT. Donc, c'était vraiment un effort vraiment par rapport de nos obligations, de vraiment assurer cette responsabilité partagée. Mais malgré ça, comme tout, on a vraiment fait des bons efforts pour vraiment tirer les leçons acquises du passé. Il y a toujours les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Comme j'ai dit, on a eu 3 barrages de route cette année et tout est lié quelque part de la valeur de la terre, de les commentaires qui ont été faits, que voilà, on n'a pas reconnu les droits. Et je trouve que c'est ça sur laquelle que vraiment il y avait de grands efforts qui ont été faits et avec la responsabilité de chaque partie. Donc, le fort, c'est qu'il y avait ce processus de dialogue proactif. Il y avait un contrat social de DINA qui a été mis en place. Il y a maintenant un contrat-programme pour définir et évaluer les responsabilités des résultats d'autodéveloppement. Il y avait également les opportunités, il y a les principes partagés que j'avais parlé, un changement progressif sur le changement de comportement en essayant de comprendre ces principes, et un engagement des autorités locales et traditionnelles, surtout au niveau communal, et les opportunités de partenariat économique régional. Mais les faiblesses, c'est qu'on sent toujours qu'il y a un manque de sens de responsabilité par les communautés sur l'environnement. Donc pour eux, c'est seulement, on voit surtout à nous, beaucoup de, comme partout, beaucoup de dégradation qui est accélérée depuis les derniers 10 ans. Aussi, peut-être notre modèle de restauration économique durable pour les communautés, il prend du temps et les gens n'ont pas toujours, ils veulent aller plus vite, donc ils ont plutôt ce sens d'indemnisation que de développement au niveau des ménages. Donc ça, c'est souvent, ils nous disent ah non, on ne veut pas votre développement, on a besoin de seulement la compensation, qui mène un peu sur cette mentalité de voir qu'est-ce qui est le plus facile. Et donc, également, quand on avance, il y a cette mauvaise gouvernance au niveau de leadership des associations et la gestion financière. Les menaces, il y a toujours la spéculation foncière. On a eu ça récemment autour du port. Il y avait les enjeux politiques actuels. Il y a des désinformations parmi ces communautés de base qui ne nous aident pas du tout pour vraiment avancer, malgré tous ces 3 ans des efforts qui étaient faits. Il y a aussi un non-respect des accords et des contrats signés. Le fait de signer un contrat, ça ne veut dire pas que vous êtes engagé. Et ça, c'est vraiment une problématique. Moi, je trouve qui est assez difficile par rapport des communautés et de vraiment que tu respectes ces contrats des accords signés. Et évidemment, il y a la surexploitation des ressources dans la zone qui fait, et le niveau de pauvreté fait que malgré nos efforts qu'on avait faits, il y a toujours cette pauvreté qui domine. Voilà un peu qui était un peu vraiment pour nous une très bonne approche qu'on a utilisée vraiment d'engager les communautés, mais qui reste court de vraiment assurer une bonne confiance entre nous, les communautés, et avec les responsabilités locales, les autorités locales. Mais je crois qu'on est toujours positif, que ça va aller dans le bon sens. Ce n'est pas facile, mais voilà, j'ai voulu partager un peu nos leçons du terrain. Cette participation des communautés du public dans cette gouvernance de l'environnement. En effet, le principe de la déclaration de Rio a déjà dit que
il faut que les questions d'environnement assurent la participation de tous les citoyens pour qu'elles soient vraiment efficaces. Pour Madagascar, nous avons mis dans la Constitution ce partage de responsabilités. Par exemple, le citoyen doit respecter l'environnement, l'État et les collectivités doivent assurer un leadership sur cette question de l'environnement. Les Foukounouls peuvent prendre des mesures appropriées tendant à limiter des actes susceptibles de détruire leur environnement, mais sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public. Bien sûr, l'entreprise doit respecter l'environnement et avoir aussi un comportement responsable dans cette gestion de l'environnement. Mais même si on a tous ces outils, est-ce qu'on a vraiment des résultats jusqu'ici? Quels sont les défis particuliers qui sont encore à surmonter par rapport à ça à Madagascar? Et quelles sont les pistes d'orientation pour cette gouvernance environnementale vraiment partagée et responsable? L'objectif de l'instauration de la gouvernance environnementale, d'abord, c'est de préserver l'intérêt de l'environnement, certes, mais aussi préserver l'intérêt social, l'intérêt des communautés, et aussi assurer quand même un développement durable. Parce que si seulement on laisse l'environnement comme ça, on laisse les ressources comme ça, on ne fait pas de développement, bien sûr, peut-être qu'on restera sur le statu quo jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ces outils sont efficaces? Il semble que la réponse est assez mitigée si on parle de Madagascar. Est-ce que le fait d'avoir des lois pour que les communautés participent vraiment à la gestion et à la gouvernance environnementale, est-ce que ça a permis d'avoir une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de l'environnement à Madagascar? Nous, on trouve que c'est assez mitigé. Madame Raounzou, tout à l'heure, a souligné qu'il faut un partage équitable des bénéfices. Mais il est très difficile de trouver cette équitabilité quand on travaille sur le terrain. Madame Lisa a très bien illustré avec sa présentation quand elle a dit que Rio Tinto a vraiment travaillé, a vraiment dialogué, négocié avec les communautés avant de prendre des décisions. Quant à notre part, pour nous, à l'Office national pour l'environnement, tout au long du processus de l'évaluation environnementale, en commençant par la validation des termes de référence des entreprises qui vont s'implanter jusqu'à la sortie du permis environnemental. Ensuite, dans le suivi environnemental, nous essayons toujours d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les communautés, dans ce que nous entreprenons. Mais est-ce que c'est garantir une bonne gouvernance environnementale? Je persiste toujours à dire qu'on a vraiment un résultat très mitigé sur l'efficacité de ce partage de responsabilités. Pourquoi? Parce que on ne sait même pas c'est qui sont ces communautés-là. Est-ce que ce sont les gens qui parlent très fort? Quand on dit on fait participer les communautés, est-ce que c'est combien de pourcents de la population
d'une région, d'un village ou d'une zone donnée d'implantation de projets? Est-ce que ce sont les gens qui sont les élites de cette région? C'est qui ces communautés? Et quand est-ce qu'on peut dire que la négociation a été vraiment participative? Et donc la grande question, le grand défi, c'est de savoir quand est-ce que c'est vraiment une négociation équitable, une négociation qui est vraiment acceptée par tout le monde. Parce que, comme Madame Lisa a si bien illustré, même avec des signatures, des engagements, après il y a toujours une autre partie des communautés qui disent que eux, ils n'ont pas participé. À tout moment, tout le monde peut dire que ce n'est pas mon affaire à moi, parce que cette question de participation, ça reste toujours alors une question ouverte à remise en cause pendant toute la vie d'un projet, que ce soit un projet public, que ce soit un projet d'une société privée. Alors je vais conclure en disant que cette question de responsabilité sociétale de l'entreprise, est-ce que pour nous à Madagascar, est-ce qu'on devrait le réglementer et bien différencier l'engagement social d'une entreprise et cette responsabilité sociétale de l'entreprise? Parce qu'à travers l'expérience du suivi de QMM, on peut dire que les gens, quand la société a fait, a exécuté ses responsabilités sociétales, les gens après pensent que c'est leur droit. Par contre, avec les autres entreprises, quand ils ont respecté les engagements sociaux qu'ils ont pris dans leur cahier de charges environnementales, ils pensent qu'ils n'ont plus à faire de la RSE. Et c'est cette question de quand est-ce que les communautés seront satisfaites qui méritent vraiment d'être débattues pour qu'il y a vraiment une bonne gouvernance de l'environnement. Parce que pour nous, on a l'habitude de jeter nos échecs, de responsabiliser les autres par rapport à nos échecs. On dit toujours qu'on a échoué parce que c'est la faute d'une société qui s'est implantée, parce que c'est la faute de l'État, parce que c'est la faute des élus. Mais nous, on continue toujours de jeter, par exemple, les ordures dans les rues. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présentation. Je pense que ça ouvre le débat à plusieurs questions et puis ça nous donne aussi de très bonnes idées de thèmes pour le prochain salon, je pense. Donc, par exemple, quand est-ce que les communautés seront vraiment satisfaites? Ça, c'est une question très intéressante. Et qu'est-ce qu'on appelle déjà par communauté aussi? Bonjour, je suis Jean-Bruno Ramaefari, DG de Tuliara Sans ou Baïs Tuliara maintenant. Là, le dernier intervenant a vraiment posé les vraies questions et que le salon, que les organisateurs du salon devraient vraiment prendre en compte. Parce que là, on est entre nous, on est entre des gens qui comprennent les choses, où on discute dans les salons et tout ça, mais vraiment les vraies questions, c'est vraiment les intervenants dans les communautés, les élus. Là, j'ai pas vu d'élus aujourd'hui. Les gens pensent que c'est juste une discussion entre nous et les vraies questions devraient être posées à l'Assemblée nationale, au gouvernement, aux communautés de base.
Et je souhaiterais vraiment voir qu'un type de décret Messier, mais au niveau social, soit adopté, pour que tout le monde soit conforme à ça. Ça n'existe pas. On parle de RSE, de CSR et tout ça, mais ça, les responsabilités sociétales de l'entreprise devraient être intégrées dans ça. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose relatif au social ou à l'aspect humain dedans, mais ce serait intéressant d'avoir quelque chose de séparé sur les responsabilités sociétales. Et la question de responsabilité partagée est très importante, dans le sens où on est vraiment piégé dans cet esprit que, avec l'état de pauvreté, l'état de dénuement en termes d'infrastructures pour le pays, on a tendance à demander aux sociétés ou aux entreprises de se substituer à l'État. Ce n'est pas la responsabilité d'une compagnie ou d'une société de bâtir des infrastructures, que ce soit social ou physique, comme les routes, mais les compagnies ou les sociétés sont là pour, en tant que partenaire, en tant que citoyen moral responsable, de contribuer au développement durable d'un pays ou de la région ou de la communauté dans laquelle elle évolue. Ça, c'est un grand changement qu'il faudrait vraiment opérer dans ce sens. Et j'encourage vraiment les organisateurs de ce salon vraiment de faire en sorte que ce salon, ce genre de débat soit fait au niveau national. Est-ce qu'on a échoué dans c'est la question que la dame a posée. Est-ce qu'on a échoué? Non, on n'a pas échoué. Au moins maintenant, si au début c'était sur les mines, les exploitations, la question était posée, les responsabilités sociales étaient vraiment dévolues aux mines, aux exploitations minières. Maintenant, ça s'étend sur les autres entreprises. Parce que les autres entreprises et les mines, c'est les mêmes, ce sont des opérateurs économiques, des entreprises qui évoluent dans le secteur privé et devraient être traités de la même façon. Peut-être l'ampleur, l'échelle de l'exploitation n'est pas la même, mais il faudrait que ce soit... C'est pour ça que ce soit avec équité et avec égalité que ce soit traité. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment peut-être que l'ONU pourrait prendre cette initiative de vraiment de développer cet équivalent de décret Messier au niveau national. Merci. Oui, donc on va répondre aux remarques, plutôt aux commentaires, mais ce n'était pas une question. Non, j'ai voulu quand même par rapport de Messier, est-ce qu'on a besoin d'une autre type de décret où moi je peux dire étant de secteur privé, de notre côté, j'aurais préféré de voir l'intégration d'un aspect social à l'intérieur de Messier. Et je dis ça parce que nous, au niveau de la mise en œuvre des activités au niveau du terrain, on ne peut pas, il y a une désassociation entre les aspects environnementaux et sociaux. Et c'est à cause de ça, même dans la présentation, je ne pouvais pas dire, environnemental, même la question de la terre, foncier, est-ce que ça c'est côté social, est-ce que ça c'est côté environnemental, mais c'est les responsabilités par rapport, évidemment, de l'aspect communautaire, par rapport de environnement socio-économique. Donc ça, c'est seulement un commentaire. Je trouve l'importance d'avoir quelque chose beaucoup plus clair. Et donc, parce que je crois qu'on joue le rôle de faire les suivis de nos obligations sociales à travers le Messier, mais ce n'est pas trop formalisé, c'est toujours le E, il n'y a pas le S à la fin de Messier. Donc moi, je préfère que ça soit à l'intérieur. Donc voilà, c'est seulement ça comme commentaire. Vous voulez répondre aux commentaires? On va prendre d'autres questions, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Liesa, que je suis de page GIZ.
Et j'aimerais un peu revenir à la question de Madame la directrice régionale de l'ONE. Vous aviez donc posé la question sur qui sont les communautés en fait, comment les déterminer. Et je crois que c'est vraiment une question pour vraiment tous les secteurs d'activité. Et ma question c'est, est-ce que vous avez déjà pensé à une piste de solution pour répondre à cette question? Est-ce qu'il y a déjà eu des débats là-dessus? Bon, c'est ça ma question en fait. Est-ce que vous avez déjà eu des pistes de solutions? Y a-t-il déjà eu un développement d'outils pour vraiment déterminer qui sont les communautés locales? Et puis, j'ai remarqué donc 2 aspects tout à l'heure. C'est celui de la participation du public. Et Madame Loun a parlé tout à l'heure de consentement. Donc, il y a participation, il y a consentement. C'est vraiment 2 choses différentes parce que pour la participation, on demande l'avis des parties prenantes. Mais quand on parle de consentement, c'est vraiment que ce n'est pas un simple avis, mais que c'est vraiment un avis conforme. Donc, il faut se conformer aux décisions des parties prenantes. Est-ce que vous croyez donc que parler plus de consentement que de participation pourrait changer quelque chose dans ce domaine-là quand on parle de communauté locale? Ou est-ce que ça va encore vraiment engendrer d'autres problèmes? Parce que moi je pense que ça pourrait être une piste de solution de vraiment parler de consentement plutôt que de participation. Merci. Qui sont les communautés? C'est pourquoi j'ai dit que peut-être que on devrait vraiment séparer cette question de RSE et cette question de responsabilité sociale. Parce que, en fait, les communautés vraiment impactées par une entreprise ou un projet quelconque, ça peut vraiment être identifié. Mais les communautés qui peuvent jouir de bénéfices induits par une entreprise, c'est toute la communauté qui est autour de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça devient plus difficile alors. Et même si, par exemple, une entreprise apporte vraiment des bénéfices au niveau de la région, de sa zone d'implantation, on peut toujours continuer à dire que l'entreprise ne respecte pas ses engagements sociaux. Et sur cette question de participation et consentement, sur la question de QMM, sur le terrain, nous, on a été toujours obligés de faire des procès-verbaux instantanés avec les gens, tellement on ne pouvait plus se contenter de leur avis comme ça. Quand on avait, par exemple, quand il y avait une plainte à gérer par rapport aux engagements de Rio Tinto ou d'un autre projet, on est obligé de faire un PV instantané pour que ça devienne un consentement, mais pas seulement un avis, parce qu'après, il y a toujours un changement d'avis et ça devient difficilement gérable. Seulement pour ajouter par rapport à ça, une des choses qu'on observe, les questions, comme elle a dit, les communautés directement impactées par la mine, ça on arrive à bien définir. Mais c'est que c'est la population plus large dans une commune, et ce qui se passe, c'est qu'il y a les attentes de toute la communauté qu'ils devraient en profiter de la mine. Et donc c'est là où il y a la responsabilité partagée, pas seulement entre l'État, la communauté et nous, mais aussi avec d'autres partenaires qui travaillent dans la région. Et donc, et ce qui a se passé actuellement,
cette année, c'est que les gens voient que les gens directement impactés sont soit compensés, il y a les activités de développement. Il y en a d'autres qui viennent disaient « Ah, nous aussi on est impactés ». C'est pourquoi on a les problèmes avec la squatterisation, parce qu'il dit « Voilà, s'ils voient qu'eux aussi sont propriétaires du terrain, eux aussi peuvent être compensés. » Ou bien s'ils sont des usiers fruitiers qui ne sont pas directement, mais nous aussi on est des usiers fruitiers. Donc c'est là où devient le problème. Donc c'est un peu les gens qui sont, moi je ne dis pas, qui sont dans la commune, mais qui ne sont pas les gens directement impactés et qui sont compensés d'une façon ou d'une autre par la mine. Et c'est ça qui mène des continuités des gens qui cherchent ça. Et même avec les ristournes qu'on donne, les ristournes aussi ne fait pas toujours retomber. Donc il faut revenir vraiment à avoir une meilleure sens de partenariat au niveau de chaque commune par rapport au plan de développement communal. Et donc sur laquelle, c'est là où on vient la responsabilité partagée. Donc elle ne dit pas que seulement c'est une responsabilité sociétale de l'entreprise dans ces deux communes. Voilà, c'est difficile à répondre directement, mais je crois qu'il y a deux groupes de la population locale qu'il faut avoir une approche un peu complémentaire, mais quand même ensemble. Sur cet aspect de consentement qui est très important et qui est matérialisé donc sous une forme ou une autre, le procès-verbal ou un contrat ou une convention, c'est très important, mais j'aimerais dire qu'il faut essayer donc d'assurer l'acquisition de ce consentement en mentionnant donc des conditions incitatives valables sur une période durable. Pas sur des choses ponctuelles, sur un aspect seulement, mais sur des choses durables. Comme ça, donc, de génération en génération, donc, les communautés peuvent se transmettre l'intérêt du consentement qui leur ont été donnés. Une autre série de questions? Adjemaye Passo, je travaille au sein du ministère de la fonction publique. Ma question est la suivante. Par rapport à vos expériences, quels sont concrètement les droits des occupants sans titre dans le cadre de la RSE? Merci. Merci. Une autre question? Donc votre question, c'était quels sont les droits des utilisateurs, des occupants informels en termes de... qui n'ont pas de titre formel. Peut-être je vais parler, voilà, je vais répondre directement aux... c'était les occupants qui se trouvent à l'intérieur de la station forestière, donc qui n'avaient pas le droit d'être dedans et de cultiver. Donc pour nous, il n'y avait pas les droits de la terre, donc ils n'étaient pas reconnus comme PPNP. Mais quand même, on voyait par rapport ils ont eu l'accès avant. Donc on a mis ça dans nos responsabilités, si je peux dire, sociétales d'entreprise, avec notre programme pour les activités de développement, pour génération de revenus, pour travailler avec ces groupes des occupants. Donc, qui, je peux dire, c'est parce que donc, nous, on veut quand même avoir, il y a la licence sociale à opérer, ils sont quand même une groupe cible quand même important, mais on n'a pas reconnu un droit proprement dit, de droit de la terre, droit foncier. C'est comme ça que nous, on avait travaillé avec eux, par rapport à notre responsabilité RSE. En fait, par rapport à cette notion de consentement préalable et éclairé, libre, ce que fait QNM actuellement, dans le cadre de foncier, c'est vraiment le consentement. Parce que là, il y a des occupants qui ont voulu céder leur terrain et les occupants qui n'ont pas voulu céder leur terrain et ce qui se passe au fait. Ça, c'est une notion déjà de dire qu'il y a des communautés qui n'ont pas voulu céder leur terrain. C'est déjà un consentement. Donc actuellement, est-ce
Ce que nous cherchons, c'est par rapport à un grand défi, c'est de la participation du public vers l'adhésion du public. Nous sommes prêts à dire qu'il faut faire entrer tous les concepts, toutes les notions permettant au fait aux populations d'adhérer à un projet donné. Le grand problème, quand Mamel Sow parlait, qui sont les communautés, est-ce que c'est qui ont la voix haute seulement? Qui ont raison? Ou est-ce qu'on peut bien définir les communautés? Je crois que aussi là-dedans, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une vision partagée. Pas seulement la responsabilité. Parce qu'actuellement, est-ce qu'on a une vision partagée dans le pays? Qu'est-ce qu'on cherche? Quand je regarde l'expérience à Bastouillère, actuellement, il y a des gens qui pensent que laisser les communautés dans la zone comme ils sont actuellement. Il y a ceux qui pensent qu'il faut quand même des projets de développement, il faut des investissements pour faire développer le pays économiquement et socialement. Donc là-dedans, est-ce qu'il y a une vision partagée de tout le monde? Je ne sais pas, est-ce que nos dirigeants sont capables quand même de nous dire, voilà, le chemin qu'il faut suivre? C'est juste pour dire que c'est par rapport à cela, donc il faut développer au fait le processus participatif et le processus d'adhésion de toutes les parties prenantes, y compris les communautés. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que c'est certes que la législation doit évoluer. Nous sommes en train actuellement de voir améliorer le décret Messier, parce qu'il y a déjà eu des capitalisations qu'on a fait. On n'est plus là en état de faire encore un état de lieu de décret Messier. La capitalisation, ça a été fait. Il y avait une manifestation avec des échanges, des conférences pendant le 20e anniversaire du décret Messier. Il y avait eu des échanges pendant la francophonie où le colloque du secrétariat international francophone en évaluation environnementale se tenait à Madagascar. Il y a eu des échanges avec les autres pays par rapport justement au système d'évaluation environnementale. Donc là, nous sommes actuellement en train vraiment d'aller vers, je dirais, la révision ou l'amélioration de cette législation. Pour faire entrer, par exemple, comment améliorer la participation publique, comment relever le défi de la participation vers l'adhésion publique, comment faire entrer ces notions de consentement libre, préalable et éclairé. C'est des choses qu'il faut entrer. Comment responsabiliser beaucoup plus les autorités locales? Parce que ce que nous savons actuellement, c'est que les catégorisations des projets à Madagascar, ça donne vraiment un goulot d'étranglement pour l'ONU. Parce que même les petits projets, ça rentre dans le cadre de décret Messier. Alors que, normalement, ça pourrait être géré au niveau soit des collectivités, soit, je dirais, des services déconcentrés de l'État. Et tout cela, avec ce qu'on a quand même comme ressources, on n'a rien. Et on nous demande quand même de résoudre tous les problèmes quand il y a des plaintes et tout ça, alors que l'État ne met même pas un franc pour l'évaluation environnementale dans le pays, à part les contributions des promoteurs aux frais d'évaluation. Ça, je le dis, hein, parce que quand on parle de responsabilité partagée, il y a aussi la responsabilité de l'État. Si nous avons un défi de dire de la participation à l'adhésion, est-ce que l'État met quelque chose là-dedans quand même? Est-ce que l'État met les moyens de sa politique? Ou bien, voilà, on a créé l'Office national pour l'environnement et il se débrouille. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça. Donc, il y a plusieurs aspects que nous avons déjà discutés pendant le 20e anniversaire. Et je crois que ce qu'il faut quand même, c'est vraiment de faire évoluer cette législation et de sortir rapidement un nouveau décret par rapport à cette gestion environnementale dans le pays. Mais pas encore d'aller se tarder avec élaborer l'état des lieux, faire des ateliers en faisant le tour de Madagascar pour dépenser de l'argent. C'est pas ce que nous voulons. On a déjà tout ce qui est stock taking, capitalisation au sein de l'Office national pour l'environnement. Et on sait, voilà ce qu'il faut, qui devrait être changé dans ce décret Messier. Et sur ces points, c'est sur ces points qu'il faut des concertations des parties prenantes. Est-ce que par exemple, cette notion de consentement préalable, ça veut dire quoi? Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est. Moi, j'ai dit, est-ce que donc, s'il n'y a pas de consentement des gens,
on ne va pas développer ce pays. J'ai une infrastructure publique, par exemple, construction de route, et si sur l'axe de la route, il n'y a pas de consentement des populations, est-ce qu'on ne va pas faire la route? Mais à la fin, quand on m'a expliqué, j'ai bien compris que le consentement, avant tout, d'abord, c'est sur le terrain foncier, par exemple. C'est ce que fait le QMM. Donc, est-ce que ça peut être légiféré? À partir de ces expériences, il faut, à mon avis, quand même faire évoluer la situation. Voilà. Je crois que ce qui manque aujourd'hui aussi, c'est un mécanisme clair de recours pour les communautés. Parce que, je veux dire, bon, il n'y a pas de représentants des communautés aujourd'hui, malheureusement, donc ils ne peuvent pas s'exprimer, mais certainement qu'il y a, tout n'est pas non plus de la faute des communautés, n'est-ce pas? On dit que c'est une responsabilité partagée. Et donc je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le cadre légal et réglementaire et qui mériterait d'être pris en compte, c'est de mettre en place des voies, des mécanismes de recours et d'arbitrage à la portée des communautés, pour que lorsqu'il y a des voix fortes, elles sont canalisées dans un processus de vrai dialogue, de vraie négociation et d'arbitrage partagé ensemble. Donc ça veut dire que l'État doit prendre beaucoup plus ses responsabilités qu'il ne le font aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on entend des grandes voix, on ne sait pas, enfin, je veux dire, le spectateur normal n'est pas en mesure de juger est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On entend les sociétés, mais on n'entend pas l'État qui est la troisième partie de l'équation et qui doit faire l'arbitrage entre les deux. Donc je pense que ça, ce serait très important de le faire parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un déséquilibre de pouvoir, d'accès à l'information, d'accès au recours entre des sociétés, des grandes sociétés internationales même, et des communautés locales dans des endroits complètement reculés. Et je pense que c'est ce déséquilibre et c'est ce gap qu'il faut chercher à combler par tous les moyens. Tant que le gap il est large, on aura tout le temps des problèmes comme ça de tous les côtés. Donc, dans le cadre d'une révision de la MICI, moi je pense que ça ce serait très important de réfléchir plus à ça. Et puis bon, en termes de gap, il y a beaucoup d'autres choses. Lisa parlait tout à l'heure du rôle des autres acteurs économiques ou de la société civile dans une région comme celle où QMM travaille aujourd'hui, et comment est-ce qu'on arrive à vraiment rassembler toutes ces forces vives pour faire développer des communautés, faire développer en premier les plus vulnérables, ceux qui sont le plus touchés par ce genre d'entreprise et de projet. Donc je pense que c'est notre façon de remplir ce gap. Mais si on révise la MICI, il faudrait vraiment réfléchir à ça. Merci beaucoup, Nadie. Je pense qu'on va aussi clore notre débat aujourd'hui sur ce point. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a déjà discuté, mais je pense qu'il est quand même important de relever à la fin de notre discussion, puisque ça a ouvert beaucoup de questions. Donc on lance, chacun de son côté va essayer de voir ce qu'il peut faire, mais ce qui est important, et ce qui a été dit, c'est qu'il est nécessaire d'avoir cette responsabilité partagée. Donc chaque partie prenante se mette face à ses responsabilités. Et aussi, il y a cette question de vision partagée qui est très importante, parce que qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans ce pays? Est-ce qu'on veut se développer? Est-ce qu'on veut, par exemple, dans notre pays, on dit on ne veut pas toucher notre sous-sol. Nous, est-ce qu'on veut le toucher? Mais faire ça, ça demande quand même l'intégration de la dimension sociétale des entreprises. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne s'accorde peut-être pas tous sur ce que l'on veut faire, ou on ne se comprend pas, ou on ne communique pas. Ce qui fait donc qu'il y a ce gap qui vient d'être cité tout à l'heure entre ce qui est fait, ce qui doit être fait et ce qui n'est pas fait. Donc ce
qui nécessite, comme l'avait dit tout à l'heure monsieur le DG de Tuliara Base, je pense, c'est de voir comment est-ce qu'on peut revoir et peut-être intégrer cet aspect social dans le décret messier qui a été souligné par monsieur le DG de l'ONE. Donc il y a vraiment une nécessité d'améliorer nos législations aujourd'hui à Madagascar. Ensuite, ce qui a été discuté aussi, c'est cette question de participation et la différence entre participation et consentement qui n'est définie en quelque sorte nulle part aujourd'hui et qui devrait être au sujet des débats et sujet donc dans le cadre des améliorations des législations futures. Je remercie donc chaleureusement nos intervenantes qui ont animé avec passion et engagement ce débat et on vous remercie aussi pour votre attention. Merci.